Il était 6h17 du matin lorsque Richard Hall entendit le bruit de l'eau qui coulait derrière la fenêtre de sa chambre. Il n'avait pas appelé le jardinier et personne d'autre n'était censé se trouver sur le terrain. En tirant le rideau, il aperçut un homme pieds nus sur la pelouse, vêtu de vêtements usés, qui réglait délicatement le débit de l'eau qui sortait du tuyau d'arrosage. C'était encore lui. 6 mois plus tôt, Richard avait trouvé le même homme recroquevillé sur un banc devant le portail de sa propriété, sale, silencieux, le regard vide. Poussé par une étrange impulsion qui n'avait aucun sens, même pour lui, Richard avait proposé un travail à cet homme. Un travail simple, arroser le jardin, rester silencieux, ne causer aucun problème. L'homme avait acquiescé sans un mot. À présent, ce même homme se déplaçait dans le jardin avec une grâce qui déstabilisait Richard. Il taillait avec précision, il réarrangeait les plantes avec instinct. Ce n'était pas aléatoire, c'était de l'art. Richard lui avait offert un refuge, peut-être par culpabilité. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cet homme n'était pas celui qu'il prétendait être. Et en quelques jours seulement, une découverte allait obliger Richard à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir, sur cet homme et sur lui-même. Avant de découvrir la vérité sur le passé mystérieux de David, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche. Ce sont des histoires vraies que peu de gens osent raconter. Crues, humaines, inoubliables. Rejoignez une communauté qui voit au-delà des apparences. Ne manquez pas la suite, ce n'est pas ce que vous pensez. Richard Hall avait tout ce que la plupart des gens passent leur vie à rechercher. La richesse, un vaste domaine dans le nord de l'État de New York et une réputation qui lui valait un respect prudent partout où il allait. Mais derrière son apparence soignée et ses costumes sur mesure, se cachait un homme qui avait passé sa vie à construire des murs, pas des maisons. Il a grandi comme enfant unique d'un père qui considérait les émotions comme une faiblesse et d'une mère qui a disparu sans un mot lorsqu'il n'avait que 8 ans. Dès son plus jeune âge, Richard a appris que le contrôle était une question de survie. Ne rien ressentir, ne dépendre de personne. Cette mentalité lui a permis de faire fortune dans le monde de la finance, mais a laissé sa vie personnelle en ruine. 2 divorces. Aucun enfant et un silence qui résonnait chaque nuit dans son manoir. Richard n'était pas cruel. Il faisait des dons à des associations caritatives, payait généreusement ses employés et ne manquait jamais une réunion du conseil d'administration. Mais les relations humaines, la vulnérabilité, c'étaient des concepts qui lui étaient étrangers. C'est pourquoi, lorsqu'il a vu pour la première fois cet homme dormir devant son portail, il a failli passer son chemin. Failli. Quelque chose dans l'immobilité de cet homme, son absence de désespoir, a retenu Richard. Sans réfléchir, il lui a proposé de manger, puis de prendre une douche, puis un travail. L'homme lui dit qu'il s'appelait David, pas de nom de famille, pas de question. David ne ressemblait à aucun des employés que Richard avait eus auparavant. Il ne parlait pas beaucoup, ne posait pas de questions et ne se plaignait jamais. Il arrivait tôt, travaillait tard et traitait le jardin comme s'il s'agissait d'un lieu sacré. Chaque matin, Richard l'apercevait en train de tailler les roses ou de repositionner les pierres autour du bassin à Karpeskoi avec un soin méticuleux. Au début, Richard pensait qu'il s'agissait simplement de gratitude, qu'un sans-abri était reconnaissant d'avoir une seconde chance. Mais quelque chose dans les gestes de David, dans la façon dont il observait les plantes avant de les toucher, commençait à le troubler. Ce n'était pas seulement son habileté, c'était son savoir, sa profondeur, sa détermination. Richard gardait néanmoins ses distances. Les règles étaient simples, faire son travail, rester hors de la maison et ne pas quitter les quartiers des invités. Pas besoin de se mêler de la vie privée des autres. Mais les frontières commençaient déjà à s'estomper, et Richard, qui avait passé toute sa vie à éviter les complications, était lentement entraîné dans un mystère qu'il n'avait pas réalisé avoir invité chez lui. Pour Richard, offrir un emploi à David n'était pas un acte héroïque, mais une question de contrôle. À ses yeux, le monde était peuplé de personnes désordonnées et brisées, et la meilleure façon de rester au-dessus de tout cela était de garder tout et tout le monde prévisible. Donner du travail à un sans-abri,
lui donnait l'impression de rétablir l'ordre, de remettre une pièce égarée à sa place. Il ne s'attendait pas à de la gratitude. Il n'en voulait pas. Ce qu'il voulait, c'était avoir le sentiment de ne pas avoir ignoré la souffrance qui existait hors de son enceinte. Mais David ne se comportait pas comme Richard l'avait prévu. Il ne semblait pas désespéré, il ne demandait rien de plus. Il travaillait en silence, toujours calme, toujours présent. Et cela, ironiquement, a attiré l'attention de Richard. Au début, les tâches de David étaient basiques. Arroser le jardin, arracher les mauvaises herbes, nettoyer le terrain. Mais en quelques semaines, l'endroit a commencé à changer. Des fleurs qui n'avaient pas fleuri depuis des années ont repris vie. Les vignes autrefois envahies par la végétation ont été taillées avec art pour former des courbes gracieuses. La propriété a commencé à donner l'impression d'être entretenue, et pas seulement entretenue. Richard le remarqua. Il commença à se promener dans le jardin le soir, faisant semblant d'être au téléphone. Mais en réalité, il observait simplement. David ne levait jamais les yeux. Mais ses mains, ses choix, la façon dont il se déplaçait parmi les plantes, c'était comme s'il connaissait leur histoire. Un matin, Richard lui demanda, presque contre son gré, « Vous avez étudié l'horticulture ?» ou quelque chose comme ça. David marqua une pause, puis sourit faiblement. Quelque chose comme ça. C'est tout ce qu'il dit. À partir de ce moment-là, Richard lui a donné plus de liberté. David a commencé à redessiner certaines parties du jardin de son propre chef. Il a aménagé un petit jardin d'herbes aromatiques près de la cuisine. Il a installé un treillis recouvert de jasmin près de la maison d'amis. Le personnel de maison a commencé à chuchoter à son sujet, curieux, méfiant, mais aussi impressionné. Edward Barnes, le majordome de longue date du domaine, n'était pas impressionné. Il était au service de la famille Hall depuis plus de 20 ans et était fier de l'ordre, de la hiérarchie et de la loyauté. Pour lui, David était une perturbation, un homme sans histoire, sans référence, sans antécédents. Il commença à faire des remarques au personnel. C'est drôle comme quelqu'un peut monter en grade rapidement quand personne ne sait d'où il vient. Richard n'y prêtait pas attention. Il ne voulait pas l'admettre, mais il appréciait ce changement. Le jardin semblait revivre, et avec lui, quelque chose en lui s'adoucissait. Pour la première fois depuis des années, Richard ressentait le poids de sa propre solitude, et même s'il ne l'aurait jamais avoué, une petite partie de lui commençait à espérer que peut-être, juste peut-être, il avait fait quelque chose de bien. Mais les bonnes intentions, aussi bien placées soient-elles, ne peuvent arrêter une tempête qui se profile déjà à l'horizon. C'est un jeudi matin que la première accusation a été lancée. Richard venait de rentrer d'un voyage d'affaires lorsqu'Edward l'a accueilli à la porte d'entrée, les bras croisés, l'air plus tendu que d'habitude. Le sécateur en argent a disparu, celui qui a été importé du Japon. J'ai cherché partout. Une seule personne est entrée dans le jardin. Richard cligna des yeux. « Tu veux dire que David les a volés ?» Edward ne répondit pas, mais son silence en disait long. Richard voulut immédiatement balayer cette idée, mais il sentit un nœud se former dans son estomac. Il ne connaissait pas David, pas vraiment. Et cette incertitude, aussi minime soit-elle, le rongeait. Plus tard dans l'après-midi, il confronta David près de la remise. L'homme était agenouillé dans la terre, en train de planter des soucis. « David !» commença Richard d'une voix tendue, « les cisailles. Elles ont disparu. Les cisailles qui coûtent cher. Les as-tu prises ?» David se leva lentement, essuyant la terre de ses mains. Il ne scia pas. « Non, monsieur, je n'y ai pas touché. » Richard hésita, mais son instinct reprit le dessus, cette partie de lui qui avait appris depuis longtemps à ne pas faire trop confiance. « Je pense que tu ferais mieux de partir, pour l'instant. » David ne discuta pas. Il ne demanda même pas pourquoi. Il se contenta d'acquiescer, se dirigea vers la maison d'amis, prit un seul sac et sortit par le portail latéral sans un mot. Le soir venu, la culpabilité envahit Richard comme le crépuscule. Il retourna dans la remise pour vérifier, cette fois-ci méthodiquement. Et là, dans le coin arrière, derrière une pile de pots de fleurs inutilisés, se trouvaient les cisailles, intactes, brillant sous un rayon de soleil déclinant. Une erreur stupide et irréparable. Il appela Edward immédiatement.
Elles n'ont jamais été volées. Elles avaient été égarées. Edward répondit simplement « Cela ne change rien à ses origines ». Mais cela changeait quelque chose pour Richard. Le jardin avait l'air différent le lendemain matin. Les vignes semblaient plus lourdes, les fleurs étaient légèrement fanées, comme si elles aussi avaient remarqué l'absence de l'homme qui leur avait redonné vie. Richard se tenait au milieu de tout cela, se sentant plus exposé qu'il ne l'avait été depuis des années. Il avait repoussé quelqu'un, non pas parce qu'il avait des preuves, mais parce que la peur était plus forte que la vérité. Et cet homme ne s'était même pas défendu. Pas de supplication, pas d'explication, juste le silence. C'était ce silence qui le hantait le plus. Il avait donné une seconde chance à David. Mais si David lui en avait donné une aussi? Les jours qui suivirent le départ de David s'écoulèrent dans un étrange vide. Le jardin, autrefois plein de rythme et de conversations silencieuses, lui semblait désormais étranger. La treille de jasmin commençait à se flétrir. Les herbes étaient sèches et cassantes. Même les carpecoilles dans l'étang semblaient moins vives. Leurs mouvements gracieux ralentis comme si elles aussi sentaient le changement. Richard essaya de ne pas y prêter attention. Il se plongea dans le travail, organisa des réunions inutiles, voyagea sans raison. Mais où qu'il aille, quelque chose le suivait. Une image, une question, une douleur qu'il ne pouvait nommer. Un soir, après être rentré d'un gala, il se retrouva à errer dans le jardin sous un croissant de lune. Les fleurs avaient perdu leur symétrie, la terre était sèche, l'équilibre avait disparu. Il se tint devant les soucis, la dernière chose que David avait plantée. Il tenait encore, mais à peine. Sans réfléchir, Richard tomba à genoux et commença à arracher les mauvaises herbes à main nue. La terre s'effritait entre ses doigts. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'avait aucun plan, mais il ne supportait plus le silence. Il se souvenait du visage de David lorsqu'il avait été accusé. Pas de colère, pas de déception, juste du calme, comme s'il s'y attendait depuis le début. Pourquoi ne s'était-il pas défendu? Richard rentra dans la maison et ouvrit une bouteille de vin. Il but seul, fixant la porte de la maison d'amis de l'autre côté du jardin. Toujours fermée, toujours intacte, il détestait que cela le dérange autant. Le lendemain, dans un rare moment de vulnérabilité, Richard demanda à Rachel, sa jeune assistante, si elle savait comment contacter David. Elle hésita. « Je ne sais pas, mais... » Il a laissé ça. Elle tendit un cahier à Richard. La couverture était simple, usée par l'usage. À l'intérieur, il y avait des notes écrites d'une écriture délicate, des croquis de plantes, des calendriers de plantation, des observations. Mais entre les pages consacrées au jardinage, il y avait des poèmes honnêtes, bruts, douloureux. L'un d'eux se terminait par ces vers. « Quand tout ce que je connaissais m'a été enlevé, j'ai réappris à grandir. » Richard sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une fracture, une question. Qui était vraiment cet homme? Plus tard dans la semaine, il se rendit à la bibliothèque municipale. Margaret, la bibliothécaire âgée, se souvint immédiatement de David. « David Carter ?» dit-elle. « Il venait ici toutes les semaines. Il était professeur. De botanique, je crois. Il enseignait à l'université de New York. Il était brillant. Il a disparu après la mort de sa femme dans un accident de voiture. Il s'est tout simplement volatilisé. » Richard resta figé sur place. « Vous êtes sûr que c'est le même homme ?» Elle sortit un vieil article. Il y avait une photo, David, plus jeune, mieux rasé, mais indéniablement lui. Le titre disait « Le célèbre botaniste David Carter quitte le monde universitaire après une tragédie personnelle. » Le cœur de Richard se serra. Il avait licencié un homme qui avait plus de connaissances dans les doigts que la plupart des gens n'en acquièrent dans toute leur vie. Il avait douté de quelqu'un à qui on avait autrefois confié la tâche d'enseigner aux autres. Pire encore, il avait jugé un homme non pas sur ses choix, mais sur ses pertes. Cette révélation le frappa plus durement qu'il ne l'avait imaginé. Il resta assis dans sa voiture pendant près d'1 heure avant de rentrer chez lui. De retour au domaine, le silence régnait à nouveau. Mais cette fois, il n'était pas vide. Il était rempli de regrets. Il se rendit une nouvelle fois dans le jardin et se tint parmi les fleurs fanées.
Je n'ai pas seulement perdu un jardinier, murmura-t-il à personne en particulier. J'ai perdu quelqu'un que j'étais censé voir. Et pour la première fois depuis des années, Richard Hall pleura. Pas de colère, pas de culpabilité, mais de honte. Si cette histoire vous touche, si elle vous rappelle quelqu'un, ou peut-être même vous-même, prenez un moment pour aimer cette vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre voix compte. Parfois, la réflexion ne commence pas par des réponses, mais par des questions honnêtes. Grandissons ensemble grâce à cela. Richard ne dormit pas cette nuit-là. Il est resté assis dans le jardin jusqu'au lever du soleil, son cahier encore entre les mains, relisant les mêmes lignes, encore et encore. Quand tout ce que je connaissais m'a été enlevé, j'ai appris à grandir à nouveau. Ce n'était pas seulement de la poésie, c'était la survie couchée sur le papier, pour un homme qui avait passé toute sa vie à contrôler les résultats. Ce sentiment, le chagrin, le regret, l'impuissance, était un territoire inconnu. Mais l'histoire de David avait brisé quelque chose en lui. Pour une fois, Richard ne cherchait pas de solution. Il cherchait un moyen de comprendre. Il a commencé à rechercher tout ce qu'il pouvait trouver sur David Carter, des revues universitaires, des conférences archivées, même des interviews. Cet homme était un géant dans son domaine, un esprit respecté dans le domaine de la botanique, connu non seulement pour ses connaissances, mais aussi pour sa capacité à rendre poétiques des concepts complexes. Un article le décrivait comme le professeur qui pouvait faire d'une fleur une révolution. Mais puis vint la tragédie. Un conducteur ivre, un appel téléphonique tard dans la nuit, la mort de la femme de David. Et tout à coup, il disparut du monde. Pas de lettre de démission, pas de déclaration publique, juste le silence. Richard ne pouvait s'empêcher de penser combien de personnes l'avaient croisé dans la rue sans jamais savoir qui il était. Combien de fois avait-il fait la même chose? La question qui suivait était plus difficile. Pourquoi David avait-il accepté cette offre d'emploi? Il n'avait pas besoin d'argent. Il ne recherchait pas la reconnaissance. Peut-être voulait-il simplement se sentir utile à nouveau. Ou peut-être attendait-il que quelqu'un voie au-delà de la saleté et du silence. Et Richard ne l'avait pas fait. Mais il pouvait le faire maintenant. Cet après-midi-là, il passa des coups de fil, discrets et personnels. Pas de personnel, pas d'intermédiaire. Il contacta un centre communautaire local qui aidait les sans-abri. Il demanda à Rachel de l'aider à trouver des refuges et des contacts. Pas de fanfare. Un seul objectif, retrouver David. 4 jours passèrent avant qu'ils aient une piste. Un homme correspondant à sa description avait été vu en train d'aider dans le jardin d'une église, à la périphérie de la ville. Richard s'y rendit en personne. Il trouva David derrière la chapelle, agenouillé à côté d'une rangée de tomates, les manches retroussées, les ongles sales. Il avait maigri, vieilli, mais ses mains bougeaient toujours avec la même intention tranquille. David leva les yeux, surpris, mais calme. « J'ai retrouvé tes cisailles, dit Richard doucement. David acquiesça légèrement. « Je m'en doutais. » Il y eut un long silence. « Je ne suis pas venu ici pour arranger quoi que ce soit, » a poursuivi Richard. « Juste pour te dire que je te vois maintenant, et que je suis désolé de ne pas l'avoir fait avant. » Pour la première fois, David le regarda droit dans les yeux. « C'est plus que ce que font la plupart des gens, » dit-il. Ils s'assirent sur un banc en bois à côté du jardin de l'église. À moins de 3 mètres, un groupe de bénévoles étalait du paillis et repiquait des semis. Richard observa David les regarder, silencieux, presque comme un chef d'orchestre écoutant une symphonie qu'il avait autrefois dirigée. « J'ai une idée, » dit Richard. David ne dit rien, mais son corps se tourna légèrement. « À l'écoute, je veux lancer quelque chose qui a du sens, un projet de jardin communautaire, de vrais espaces dans de vrais quartiers, apprendre aux gens à cultiver des aliments, à créer des liens. Tu dirigerais le projet. » David expira lentement. « Pourquoi moi? Parce que je ne connais rien aux plantes, » répondit Richard. « Mais je sais reconnaître quelqu'un qui redonne vie à des endroits morts. » David rit doucement. « Tu crois que les gens écouteront un homme qui a disparu? Je pense qu'ils écouteront quelqu'un qui est revenu, » dit Richard. David ne répondit pas ce jour-là.
Mais 3 jours plus tard, il se présenta chez Richard. Même s'accusé, même pas silencieux. Il ne demanda ni les clés, ni un contrat, ni un salaire. Il demanda où ils allaient commencer. Ils choisirent un terrain dans un quartier oublié de la ville, jonché de détritus, négligé, bordé d'une clôture rouillée. C'était parfait. La première semaine fut lente. Ils ont déblayé les débris, creusé des tranchées, arraché des mauvaises herbes qui semblaient plus vieilles que les bâtiments qui les entouraient. David travaillait méthodiquement, donnant des instructions à Richard sans jamais élever la voix. Il expliquait l'utilité de chaque outil. Il racontait l'histoire de chaque plante. « Les tomates poussent mieux quand on leur parle », a-t-il dit un jour, sans lever les yeux. « Ce ne sont pas les mots qui comptent. C'est l'attention que vous leur portez. » Richard ne discuta pas, il écouta. Pour la première fois, c'était lui l'élève. Rachel les rejoignit après le travail. Quelques adolescents du quartier aussi, puis une mère et son fils. Personne n'était payé, personne ne demandait qui était le responsable. Il venait simplement. David avait le don de rendre cet endroit sûr, voire sacré. Le soir, Richard rentrait chez lui courbaturé, les mains couvertes d'ampoules, ses vêtements en lambeaux. Mais son esprit était plus léger. Il a réalisé au cours de ces après-midi calmes et couverts de terre que le succès ne l'avait jamais vraiment comblé. Ce sentiment de connexion, d'utilité, d'humilité, c'était quelque chose de différent. Cela ne brillait pas comme de l'or, mais cela s'enracinait comme la vérité. Et pour la première fois depuis des décennies, Richard Hall a passé une nuit complète sans avoir besoin de boire. La dynamique était lancée. Au bout de 3 mois, le jardin avait changé du tout au tout. Ce qui n'était autrefois que du béton et du chaos étaient désormais des rangées de plantes verdoyantes, des fleurs éclatantes et des rires qui résonnaient sur les murs voisins. Le projet, baptisé officieusement Second Swale, deuxième sol, a attiré l'attention des écoles locales, d'associations à but non lucratif et même d'1 ou 2 journalistes. Mais avec la croissance, sont venues la pression et la résistance. David, bien qu'admiré par les bénévoles, restait distant. Il refusait les interviews. Il déclinait les invitations à prendre la parole. Lorsque Rachel a suggéré un petit reportage local, sa réponse a été catégorique. « Ce n'est pas moi qui compte ». Mais Richard a remarqué plus que sa réticence. Il y avait des jours où David ne se présentait pas. Des jours où il arrivait en retard, les yeux cernés, les mains légèrement tremblantes. Un après-midi, Richard l'a trouvé seul dans la remise, le regard perdu dans le vide, les paumes appuyées sur ses genoux, comme s'il essayait de rester ancré au sol. « Parle-moi », lui dit Richard gentiment. David secoua la tête. « Je vais bien. » Mais ce n'était pas vrai. Les souvenirs, la culpabilité et des décennies de chagrin enfouis ne disparaissent pas avec un jardin. Et certaines nuits, le silence était encore trop assourdissant pour qu'il puisse le supporter. Puis vint la rencontre. Lors d'une visite à une société botanique locale, David aperçut un ancien collègue, quelqu'un qu'il avait connu à l'université. L'homme ne le reconnut pas tout de suite, mais lorsqu'il le reconnut, sa réaction fut dédaigneuse. « David Carter, mon Dieu, je te croyais mort !» Il rit. « Maintenant tu plantes des tomates dans le quartier ?» Quelle dégringolade! David ne répondit pas. Il sortit simplement, laissant Richard le suivre. Dans la voiture, David regardait par la fenêtre, les mâchoires serrées. « Il n'a pas tort, » murmura-t-il. « J'étais quelqu'un. Maintenant, je ne suis plus qu'un fantôme aux mains sales. » Richard ne savait pas quoi dire au début. Mais il se souvint alors de quelque chose que David lui avait dit quelques semaines plus tôt, à propos du fait que les plantes doivent percer la terre dans l'obscurité avant d'atteindre la lumière. « Tu n'es pas un fantôme, » dit Richard. « Tu es la graine qui a survécu au feu. » David ne répondit pas. Mais le lendemain matin, il était de retour dans le jardin. Il y eut toutefois des rechutes. Des jours où David disparaissait sans prévenir, revenant les yeux rougis et silencieux. Mais il revenait toujours, il continuait à travailler, et Richard restait à ses côtés, parfois en lui parlant, parfois en silence, car la guérison ne suit pas un chemin rectiligne. Elle tourne en rond, s'effondre, puis se relève. Et le jardin, à l'image des hommes qui s'en occupaient, apprenait à pousser dans un sol imparfait.
L'invitation vint du conseil municipal. Ils avaient entendu parler du succès de Segonswell, qui avait redonné vie non seulement à un terrain vague, mais aussi à une communauté fracturée. Ils cherchaient quelqu'un pour prendre la parole lors du prochain sommet sur l'engagement civique. Rachel apporta l'email à Richard et David un matin, alors qu'ils plantaient du chou frisé. « Ils veulent que tu prennes la parole », dit-elle en regardant David. « Raconte ton histoire. Inspire les autres. » David se raidit, les yeux fixés sur le sol. « Je ne suis plus un orateur. Tu n'as pas besoin de l'être, » répondit Richard. « Sois simplement honnête. » David resta longtemps silencieux. Puis il finit par dire « Je vais y réfléchir. » La veille de l'événement, Richard le trouva assis seul près de la treille de jasmin. Le parfum était intense dans l'air. « Je ne me suis pas tenu devant un public depuis l'accident, » dit David doucement. « À l'époque, je me sentais sûr de moi, comme si je savais ce que j'avais à offrir. C'est toujours le cas, » répondit Richard. « Tu ne le vois pas encore. » Le lendemain matin, la salle était comble. Des politiciens, des éducateurs, des leaders communautaires, tous attendaient que quelqu'un leur explique comment un bout de terre oublié était devenu un symbole d'espoir. David se tenait dans les coulisses, le cœur battant, les mains moites. L'organisateur l'appela, il sortit lentement. Il n'y avait ni PowerPoint ni script, juste un podium, un micro et des centaines de regards. Il commença simplement. J'étais professeur, j'enseignais la botanique, je prenais la parole lors de conférences, j'écrivais des articles que les gens lisaient, rire poli. Puis, un soir, ma femme, ma meilleure amie, a été tuée par un conducteur ivre. J'ai arrêté de parler, j'ai arrêté de vivre, j'ai disparu, silence. Pendant des années, j'ai erré, pas seulement dans les rues, mais dans le chagrin, la honte, l'isolement. Et un jour, un homme que je ne connaissais pas m'a proposé un travail, sans rien attendre en retour, si ce n'est mon silence. Il a regardé Richard au premier rang. J'ai accepté, pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que j'avais besoin de quelque chose pour renaître. Il a fait une pause, balayant la foule du regard. Nous pensons que les jardins sont des endroits calmes, mais ce n'est pas le cas. Ils sont bruyants, pleins de vie. Ils demandent des soins, de la patience, du désordre, tout comme les êtres humains. La salle était désormais silencieuse. Tout le monde était suspendu à ses lèvres. Je ne me suis pas guéri en fuyant le monde. Je me suis guéri en m'y enfonçant, avec les autres, dans la terre, jour après jour. Il s'éloigna du micro, et la salle se leva. Une ovation debout, non pas pour un scientifique ou un professeur, mais pour un homme qui avait retrouvé sa voie dans l'endroit le plus improbable qui soit. Après la conférence, les gens faisaient la queue pour lui serrer la main. Un jeune enseignant lui a demandé des conseils pour créer un jardin scolaire. Une femme âgée lui a dit que son histoire lui rappelait son défunt mari. Dans les coulisses, Richard attendait avec le sourire. « Tu as assuré », lui a-t-il dit. David a ri, les larmes aux yeux. « Je n'ai même pas dit la moitié de ce que je voulais dire. Tu as dit exactement ce dont ils avaient besoin. » Ce soir-là, ils sont retournés au jardin. Le clair de lune faisait scintiller les feuilles. Le jasmin avait commencé à grimper plus haut que jamais. David s'est approché des soucis, ceux qu'il avait plantés quelques mois auparavant. Ils étaient toujours là, toujours aussi oranges. « Je crois, a-t-il dit doucement, que je suis prêt à arrêter de survivre. » Richard ne lui a pas demandé ce que cela signifiait. Il a simplement hoché la tête, car certains moments n'ont pas besoin d'explication. Ils ont juste besoin d'être vus. Dans les mois qui suivirent le sommet, l'histoire de Segonswell se répandit bien au-delà de la ville. Mais plus importante que l'attention des médias fut la vague discrète qu'elle créa. De petits jardins communautaires poussèrent dans des coins inattendus. De vieux terrains furent récupérés par des voisins. Des inconnus devinrent gardiens d'espaces partagés. Et à travers tout cela, Richard se surprenait souvent à penser non pas au succès, mais à la leçon que David lui avait inconsciemment donnée. Il croyait autrefois que le pouvoir venait de la protection, protéger ses biens, son image, ses émotions. Mais voir David se relever de la ruine, transformer sa perte en croissance, lui a appris quelque chose de plus profond. La véritable force réside dans la vulnérabilité, dans le fait de choisir d'être présent même quand rien n'est garanti,
dans le fait de tendre la main vers la terre sans savoir ce qui va fleurir. Richard avait passé la majeure partie de sa vie à calculer les risques. Mais c'est une décision imprévue, le moment où il s'est arrêté et a vu un homme assis sur un banc qui a tout changé. Ce n'est pas la charité qui a construit Segonçoil, c'est la dignité, la confiance, l'espace. Et cela lui a rappelé, ainsi qu'à tous ceux qui ont observé la scène, que nous négligeons souvent les personnes les plus puissantes parmi nous, simplement parce qu'elles ne semblent plus puissantes. Mais à l'intérieur d'eux, attendant patiemment, se trouvent des jardins entiers que nous n'avons pas encore appris à voir. David Carter n'est jamais retourné à l'université. Il n'a jamais publié d'autres articles de recherche, n'a jamais remis les pieds dans une salle de cours éclairée par des néons, mais dans les centres communautaires, les cours d'école et les terrains vagues de la ville, il est redevenu enseignant, mais pas comme avant. Les gens venaient le voir non pas pour la théorie, mais pour ses conseils, pour le calme qu'il leur apportait, pour la façon dont il écoutait avant de donner des conseils, et dont ses mains bougeaient avec patience, comme si chaque feuille méritait toute son attention. Il a aidé à créer des jardins dans 5 quartiers. Il a appris à d'anciens détenus à cultiver des légumes à partir de rien. Il s'est assis avec des enfants pour les regarder voir germer des graines pour la première fois. Il n'avait pas besoin de reconnaissance, il avait besoin de racines. Richard, quant à lui, a également transformé son rôle. Il s'est retiré du monde des salles de réunion et des transactions financières et a réorienté sa fortune vers ce qu'il appelait la terre de l'héritage, des projets qui survivraient aux marges bénéficiaires. David et lui sont restés proches, partenaires, non pas dans les affaires, mais dans leur objectif. Leur amitié n'était pas bruyante, elle n'en avait pas besoin. Elle se nourrissait d'un silence partagé, d'après-midi passés à retourner la terre dans une sueur abondante, d'une longue entente tacite entre 2 hommes qui avaient été étrangers l'un à l'autre, jusqu'à ce que la vie, le chagrin et les choix les transforment en frères dans la rédemption. Et le jardin continuait de pousser. Combien de personnes avons-nous croisées sans jamais savoir quelle tempête elles avaient traversée? David Carter n'était pas seulement un homme qui avait tout perdu. C'était un homme qui avait choisi de recommencer, en silence, les mains dans la terre. Et Richard Hall n'était pas seulement un millionnaire, c'était un homme assez courageux pour admettre qu'il avait été aveugle et assez humble pour changer. C'est peut-être là que réside la véritable force de cette histoire. Non pas dans le jardin qu'ils ont construit, mais dans les racines qu'ils ont développées l'un dans l'autre. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Avez-vous déjà jugé quelqu'un avant de connaître son histoire? Avez-vous déjà eu une seconde chance? Ou en avez-vous déjà donné une à quelqu'un d'autre? Faites-nous part de vos commentaires. Votre opinion compte. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle a ému votre cœur, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec un ami, avec quelqu'un qui a besoin de croire que la transformation est encore possible. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à The Weight of Choice pour découvrir d'autres histoires vraies qui nous rappellent qu'une décision, un moment de compassion, peuvent tout changer. Car parfois, la rédemption commence par un simple regard.